Merci de nous retrouver. Bonsoir à vous, Emmanuel Todd. Bonsoir. On vous avait quitté sur un livre qui vous avait valu beaucoup d'ennemis. Après les manifestations consécutives à l'attentat de Charlie Hebdo, on en dira peut-être un mot. Je ne dirais pas des ennemis, je dirais plutôt des gens peinés, en fait. Des gens fond. peinés et scandalisés aussi. Oui, mais c'est pas sur le genre. Bon, écoutez, on va pas. Oui, on en dira un mot tout à l'heure. On en dira un mot tout à l'heure parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous publiez ce nouveau livre. Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine, pas moins. Au Seuil. Alors c'est un livre qui a pour ambition de comprendre la crise du monde et en particulier du monde développé. Un mot justement sur ce constat-là, parce que vous dites ce sentiment d'impuissance, de déclin des classes moyennes, on peut le lier directement à la globalisation, au libre-échange à tout crin, à la financiarisation depuis une quarantaine d'années. Alors sur ce constat-là, ce monde globalisé, oui, il crée des inégalités fortes. Il est écrasant d'une certaine manière et en même temps, comme dirait quelqu'un, est-ce qu'il n'a pas sorti des centaines de millions de Chinois, d'Indiens d'une très grande pauvreté? Est-ce qu'il n'a pas endigué de terribles épidémies, freiné les guerres? Bref, tout ne va pas bien, mais est-ce que tout va vraiment si mal? Ah non, je veux dire, il serait tout à fait possible aussi de souligner que contrairement à ce que suggèrent les informations, jamais le monde n'a été aussi peu violent. En fait, il y a assez peu de guerres finalement. Par exemple c'est un cas. Moi, je dis d'ailleurs tout à fait au début du livre que des choses comme la diffusion d'Internet, le progrès technologique sont des choses extraordinairement positives. C'est banal de le dire. En ce qui concerne les niveaux de vie des pays en développement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, c'est vrai que la globalisation, dans une première phase, a eu des effets positifs pour les pays en émergence. Mais d'abord, rien ne nous dit qu'il n'y aurait pas eu d'autres possibilités de type de développement, parce que c'est des pays dont le niveau éducatif montait à toute vitesse avant la phase de globalisation. Et maintenant que la globalisation a mené les sociétés leaders en crise, dont l'Amérique, qui a organisé tout ça, à des positions protectionnistes, à une réaction contre la globalisation, les pays en développement sur des modèles d'exportation sont en grand danger. C'est-à-dire, en vérité, moi, je suis très inquiet pour la Chine. Ils sont en grand danger, mais la Chine, puisque vous en parlez, bien sûr, il y a des risques aussi de crise financière, parce qu'il y a des tas d'actifs dont on ne sait pas très bien ce qu'ils valent exactement. Mais enfin, la Chine, quand on dit qu'elle est en crise, c'est qu'elle a un taux de croissance de 6 ou 7% au lieu de 9 ou 10%. Non, il a beaucoup baissé, et même les chiffres démographiques pour la Chine ne sont pas tout à fait exacts, ce qui existe de plus rare. 7%, c'est très, très, très surestimé. Et la Chine est au bord d'une crise d'une ampleur dont on n'a pas idée, avec une montée des inégalités, des taux de pollution dignes de l'époque, dignes du 19e siècle européen. Donc c'est au stade actuel, vous savez, il n'y a qu'à regarder, il y a pas mal de gens d'origine chinoise en France maintenant. Et l'habitude, avec les moyens de transport habituels, c'était d'aller avec les enfants tous les ans en Chine. Et maintenant, on alterne parce que la pollution est telle que ça n'est plus vivable. Donc, je ne veux pas discuter, c'est pas du tout le sujet de mon livre, en fait. Oui, non, mais simplement, comme vous partez d'un diagnostic assez sombre, voilà. C'était peut-être pour nuancer ce diagnostic. Oui. Alors, on en vient quand même à l'un des points essentiels du livre, où vous cherchez à expliquer, par exemple, cette montée des populismes aux États-Unis et en Europe. Et vous dites, le monde a les yeux rivés, ceux qui cherchent des explications ont les yeux rivés pour l'économie, mais une société, c'est un peu comme la Terre. Il y a des couches tectoniques, comme des plaques tectoniques de différents niveaux. Et par exemple, l'économie, c'est très immédiat, mais vous dites, ce qui fait la société du moyen terme, ce sont les systèmes éducatifs. Vous parlez aussi plus en profondeur des systèmes familiaux. Ça fait des années qu'on le retrouve dans... C'est merveilleux d'avoir un journaliste qui présente mon livre. Tout ça, je n'aurais pas à le faire, c'est merveilleux. Voilà. Non, mais j'essaye, pour nos téléspectateurs, d'indiquer un peu le canevas. Vous dites plus profondément, il y a les systèmes familiaux qui agissent sur les sociétés, mais à l'échelle de millénaires. Et qui sont totalement inconscients. Mais à l'échelle de siècles, il y a les systèmes éducatifs. Et vous dites en gros, si on assiste à cette montée des populismes, c'est parce qu'il y a une stagnation éducative qui provoque un conflit entre plusieurs parties de la société. Qu'est-ce que c'est cette stagnation éducative? C'est-à-dire que moi je crois qu'on peut vraiment regarder le mouvement de l'histoire comme l'histoire de l'éducation et de l'ascension éducative. Donc on part de l'invention de l'écriture, il y a des hoquets, et puis à partir de la réforme protestante, l'Europe s'alphabétise en profondeur. On atteint l'alphabétisation universelle, où tout le monde sait lire et écrire et pas grand-chose d'autre.
En fait, il y a quelques personnes qui ont fait l'équivalent d'études supérieures, mais si elles veulent parler à quelqu'un dans des livres, elles doivent parler à des gens ayant une éducation simplement primaire. Et ça, c'est l'âge de la démocratie. C'est-à-dire le sentiment d'une égalité culturelle entre les gens dominent. C'est à des dates diverses, mais c'est la montée du sentiment démocratique qui atteint une sorte d'apogée vers 1900, 1950. Et puis ensuite, on est toujours dans le progrès éducatif et on pense qu'on est dans la suite de la même chose avec le développement du secondaire et surtout du supérieur. Et on se dit, le supérieur, c'est juste le progrès. D'ailleurs, mai 68, au début, on se dit, ben voilà, on avance, on conteste, mais on ne se rend pas compte que le mouvement de l'éducation supérieure, la progression va s'arrêter. Et quand il faut partir des États-Unis qui ont 30 ans d'avance sur tous les autres dans ce domaine. Donc aux États-Unis, la stagnation éducative commence en 1965, vers 1965. Et là, avec un tiers d'une génération qui fait des études supérieures, et puis ensuite tous les niveaux possibles. Et c'est à ce moment-là que se répand aux États-Unis le sentiment que les gens sont socialement différents pour des raisons d'éducation. Et le moment de cristallisation, oui, c'est très ancien. C'est la guerre du Vietnam, où les ouvriers étaient envoyés au Vietnam comme conscrits et restaient assez patriotiques. Et puis les étudiants exemptés manifestaient contre la guerre. Et le sentiment d'une différence liée à l'éducation est devenu, je veux dire, l'équivalent en France, 30 ans plus tard, vers la stagnation éducative, on est entré entre 90 et 95. Alors, et ça a explosé. Et là, ça surprend. Mais non, parce que regardez le débat qu'on a actuellement, il y a 20 à 40 000 étudiants dans le supérieur chaque année. On a du mal à aller loger nos étudiants, on a du mal à trouver des places dans les amphis, donc on n'a pas le sentiment qu'il y a une stagnation du nombre de personnes dans une génération qui font des études supérieures. Je veux dire, à partir de... Alors peut-être qu'il y a des petites remontées, mais en gros, la courbe d'ascension simple et nette et sans problème se brise vers 1995 en France. Ce qui est tout à fait caractéristique et ce qui montre bien qu'il y a un rapport avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que 1992, pour un historien de longue durée, et 1995, c'est à peu près la même date. Et 1992, c'est le débat sur Maastricht. C'est notre équivalent culturel de la guerre du Vietnam. C'est le moment où on a vu apparaître une fracture. Le sentiment qu'il y avait des différences entre le peuple et les élites. En l'occurrence, c'est des élites de masse, parce que quand beaucoup de gens font des études supérieures, ça commence à être... Et le sentiment qu'il y avait deux France. Deux France. Et alors là, maintenant, dans la phase la plus récente, un peu partout dans le monde, dans les trois grandes démocraties libérales, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et la France, l'idée d'une stratification selon l'éducation est devenue presque officielle. C'est-à-dire que l'élection de Trump, par exemple, les sondeurs d'opinion mettaient en avant, les politiques d'ailleurs aussi, une sorte de fracture éducative. Les électeurs de Trump étaient présentés comme des sous-éduqués, les électeurs de Hillary Clinton, minorité mise à part, comme des suréduqués. Ceux qui ont voté non au référendum de 2005, ceux qui ont voté non au référendum de 92 sont présentés aussi, d'après vous, comme des sous-éduqués. Les gens qui ont voté le Brexit en Angleterre, et donc en fait c'est admis par les sondeurs d'opinion. Alors c'est fortement corrélé au métier quand même. C'est clair que parmi les gens qui n'ont pas fait des études supérieures, c'est là qu'on va trouver les ouvriers. Mais vraiment, la variable différenciée, c'est le niveau d'éducation. Donc Trump, le Brexit, Marine Le Pen en France sont les porte-paroles de ceux qui se sentent déclassés par rapport à ce tiers d'une génération qui fait des études supérieures. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, ça commence à avancer très vite, cette crise de la démocratie. Et la France n'est pas très en avance dans ce débat. Et l'une des choses que j'étudie à la fin du livre, c'est la façon dont les réactions de la France, de l'Angleterre et de l'Amérique sont actuellement assez différenciées. C'est-à-dire qu'en Angleterre, le Brexit a été voté par la majorité de la population, mais par les moins éduqués, et les élites du Parti conservateur ont accepté de prendre en charge le vote populaire. Et l'Angleterre va sortir par le Brexit, etc. Aux États-Unis, Trump est élu. Trump est élu, et par les mêmes milieux contestataires, mais son élection, donc le parti républicain l'accepte en un certain sens, une partie des élites accepte le désir populaire de protectionnisme, de fermeture de la frontière mexicaine,
Mais il y a une autre moitié de l'Amérique qui le refuse. Et Trump, on ne sait plus qui gouverne en fait à Washington. Il y a deux Amériques, l'Amérique est schizophrène, etc. En France, là, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, au contraire, l'élection de Macron et l'écrasement, je dirais, de Marine Le Pen dans ce débat télévisé historique symbolise plutôt un état de marginalisation des catégories éduquées, et alors, considérées comme inférieures. Arrêtons-nous un instant sur Emmanuel Macron, par exemple. Oui. Voici des propos que vous teniez sur lui il y a quelque temps. Aïe. Macron est inacceptable, peut-être parce qu'il est d'origine bancaire, peut-être parce qu'il est eurolibéral. Dans votre critique de Macron, on a l'impression que, si vous voulez, l'analyse que vous faites de cette France populaire qui n'accède pas aux études supérieures et qui serait un peu la perdante de cette élection présidentielle, derrière ça, on a le sentiment qu'il y a un ressentiment de votre part contre ces élites au sens large, parce qu'encore une fois, on parle de beaucoup de gens, et presque un délit de sale gueule, là, de Macron. Non, pas du tout. De toute façon, honnêtement, la seule chose si on lit ce livre, et c'est dit très explicitement, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est vrai que j'ai pas un immense respect intellectuel pour les énarques. Je l'admets, je les trouve pas trop futues. Mais ça n'est pas du ressentiment. Vous pourriez m'accuser d'être arrogant et d'avoir un sentiment personnel de supériorité intellectuelle sur les énarques, ce qui serait tout aussi absurde. Et en fait, ce que je dis, ma conclusion, c'est que le populisme est tout à fait absurde parce que dans une société où justement 30% d'une génération fait des études supérieures, on ne peut pas gouverner simplement dans l'intérêt des gens qui n'ont pas fait d'études. Mais on ne peut pas non plus, je dirais, gouverner contre une large partie de la population. Donc en fait, dans la mesure où je plaide encore pour quelque chose, c'est pour une négociation entre les divers morceaux de la société et pour une sorte de réconciliation. C'est ce que les Anglais sont en train de réussir. Mais derrière ça... Donc en un certain sens, je considère... Je dis, il n'y a pas de démocratie sans peuple, et il n'y a pas de démocratie sans élite. On a l'impression qu'il y a une condescendance de votre part, Emmanuel Todd, à l'encontre par exemple de la démocratie libérale. On nous avertit un peu plus chaque jour que le populisme menace nos valeurs et que nous devons les défendre. Mais quelles valeurs au fond? L'inégalité, la pauvreté, l'insécurité? Ah non, pardon, la démocratie libérale, concept désormais creux, vide de ses valeurs fondatrices. On a l'impression que cette démocratie libérale... Ah non, attention, là vous m'avez mal compris. C'est ironique. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à la démocratie libérale et je dis que les gens qui prétendent défendre la démocratie libérale actuellement sont des menteurs. C'est-à-dire, je dis, nos sociétés fonctionnent, dans le cas de la France, de manière de plus en plus autoritaire et inégalitaire, en fonction de valeurs, de ce que j'appellerais la famille souche, hiérarchique, etc. Et les valeurs d'égalité et de liberté à laquelle je suis attaché, comme tant d'autres, sont bafouées. Donc je considère que, je défends, dans la mesure où je ne suis plus très militant, mais si je défends quelque chose, c'est bien la démocratie libérale. Mais dans son essence, on vous a compris. Et c'est d'ailleurs pour ça que, idéologiquement, je suis assez rallié au monde anglo-saxon, qui semble engagé dans une tentative de revitalisation de la démocratie libérale. Pour cette présidentielle, vous l'avez indiqué plus ou moins explicitement, que vous votiez Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous y voyez, la seule voie pour réconcilier ces deux France? Non, alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon m'a beaucoup surpris, et plutôt agréablement, dans sa composition. C'est-à-dire parce que l'électorat... Il y a des diplômés. Il y a tout le monde. Vous prenez l'électorat de Macron, vous avez des surdiplômés, des gens des centres-villes, des gens âgés. Vous prenez l'électorat du Front National, vous avez des jeunes, des ouvriers et très peu de gens ayant fait des études. Vous prenez l'électorat de Mélenchon, toutes les catégories sociales, toutes les catégories éducatives sont représentées. C'est ça qui vous séduit en lui? Non, c'est son électorat qui me séduit. Mais honnêtement, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'exprimer un peu en détail dans un entretien qui paraît aujourd'hui sur le site internet des Inroc, en fait, qui m'ont posé des questions spécifiques sur Jean-Luc Mélenchon. Sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne vois pas dans le logiciel de la France insoumise le réalisme économique
et le réalisme géopolitique qui permettrait de résoudre les problèmes de la France. Vous voyez, par exemple, je veux dire, le capitalisme existe, la France est une puissance moyenne, on ne va pas foutre en l'air le capitalisme pour sauver la France, ça ne marchera pas. De même, on ne peut pas, la France est une puissance moyenne, il faut sortir de l'euro, plus personne ne veut maintenant, mais pour Alors la vous, sauver... l'Europe, là, par contre, ça... Non, il faudrait le faire, et on ne sortira pas, on ne peut pas sortir de l'emprise allemande sur la zone euro sans l'aide de puissances fortes. Et les seules puissances fortes qui puissent réellement nous aider, c'est les anglo-américains. Donc en fait, et donc j'ai un peu de mal à imaginer Jean-Luc Mélenchon accouchant d'un projet disant Wall Street va nous aider à échapper à Francfort. Bien. Je reviens d'un mot sur cette polémique d'il y a 2 ans à propos de ces manifestations. Oui. On va en découvrir quelques images consécutives à l'attentat à Charlie Hebdo. Donc on y voyait généralement un mouvement de cœur, un mouvement voilà, de rassemblement des valeurs nobles. Et vous avez dit, ça exprime finalement un vieux fond catholique conservateur et plutôt islamophobe. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis avec ce livre-là. Est-ce qu'aujourd'hui vos positions ont changé ou vous les maintenez? Alors, en ce qui concerne l'analyse sociologique, et d'ailleurs la prise de position, c'est un livre dont je suis très fier, où j'ai manifesté, de mon point de vue, une sorte de courage intellectuel et civique d'une certaine manière. Mais je dirais aussi que j'ai pris conscience des limites de mon attitude psychologique dans le débat. Pour vous dire, moi j'ai l'attitude du savant qui a une éthique de vérité et qui dit ce qu'il voit. Et ce que je voyais, c'était cette cartographie où les manifestations reproduisaient la carte de la vieille France catholique. C'était un fait. Et donc je l'ai dit. Mais si vous voulez, c'était pas... Si vous voulez, si je fais la même analyse pour le vote oui à Maastricht, on était dans une période de calme. Oui. Et là, on était dans une période des orientations. Attendez, je termine, c'est très important pour moi quand même. Maximale. On était dans la violence de sang, dans une émotion terrible. Et je ne me suis pas rendu compte que l'attitude du chercheur qui dit ce qu'il pense sans tenir compte de l'affectivité des gens, et, vous voyez, et je me suis rendu compte que j'avais blessé des gens d'une façon exagérée. J'ai fini d'ailleurs par me blesser moi-même, puisque au bout de tout ça, je suis tombé malade. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez. Donc, sur le fond, je suis fier du livre, mais ça va comme ça et je ne veux plus en parler. C'est l'heure de l'info en plus. Chaque jour, une info que vous n'avez pas forcément entendue, mais qui compte. La contraception est une conquête, évidemment, mais la pilule l'est-elle vraiment? C'est l'info en plus et on accueille Lucas Zajdela. Ça va vous intéresser aussi, Emmanuel Todd, peut-être. Bonsoir Lucas. La pilule au centre d'une polémique encore, et peut-être plus que jamais. Laquelle? Effectivement, le débat est relancé autour de la pilule contraceptive. Il est relancé essentiellement à cause d'un livre, ce livre, le livre de la journaliste indépendante Sabrina Dobusca, J'arrête la pilule. Elle a recueilli près de 3000 témoignages de femmes, elle a compilé de très nombreuses études, et selon elle, la pilule tue en France chaque année davantage de femmes que les violences conjugales. Alors, en effet, c'est avéré, les pilules de 3e et 4e génération peuvent présenter un danger pour la santé. Elles augmentent les risques de phlébite, d'embolie pulmonaire et d'AVC. Mais la journaliste pointe du doigt un autre risque. Certaines pilules pourraient augmenter le risque de cancer. Mais elle est seule sur son île ou c'est un débat qui agite un peu la communauté médicale et scientifique? Alors les médecins ne la suivent pas vraiment. David, le professeur Israël Nizan, le patron de la gynécologie obstétricienne en France, s'inquiète même énormément d'une telle défiance. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de lien avéré entre pilule et cancer. D'autres études montrent... Il va plus loin, Israël Nizan. D'autres études disent même on essaye de remettre en cause... c'est un peu réactionnaire, il dit ça. Il dit que c'est un petit peu réactionnaire, effectivement, qu'on essaie de remettre en cause une conquête des femmes. Qu'on essaye même de faire dire aux femmes... On se jette des anathèmes dans ces cas-là, on voit bien l'aspect effectivement. symbolique. Et ce qu'il montre surtout, c'est que d'autres études montrent au contraire que les risques de cancer peuvent être diminués. Mais il y a d'autres médecins, par contre, qui prennent fait et cause pour cette journaliste. Alors effectivement, il y a des médecins qui disent que la pilule peut présenter un danger, notamment lorsqu'elle est mal prescrite. La pilule, la vraie pilule dangereuse, c'est la pilule qui est mal prescrite, c'est celle qui n'est pas adaptée à la patiente. Il faut donc ne pas hésiter à poser des questions à son médecin si on a le moindre doute. Ok, Martin Winkler, même, qui a pris position, par exemple. Qui est Alors Martin Winkler, il a une position un petit peu duale. Il a refusé de signer la préface du livre de la journaliste parce qu'il ne veut pas que l'on mette dans le même sac
toutes les pilules contraceptives, mais il dit effectivement qu'il faut toujours signifier aux femmes qu'il y a des alternatives à la pilule et que certaines femmes, effectivement, n'ont pas un métabolisme adapté à la prise de la pilule contraceptive. Voilà, la pilule n'est pas seulement un traitement, elle a un impact symbolique évidemment très fort compte tenu de tout ce qui s'est passé autour de la pilule dans les années 60 et 70. Une réflexion là-dessus, Emmanuel Todd? Non, je ne suis pas compétent. C'est l'attitude du vrai chercheur, c'est d'admettre quand il n'est pas compétent, puisqu'il y a un problème technique, médical, sur lequel je ne peux pas me prononcer, donc je ne dis rien. Ben voilà, c'est un débat de santé médicale dont certains voudraient faire un débat politique, peut-être qu'il l'est d'ailleurs, dont on n'a sans doute pas fini de parler. Merci beaucoup Emmanuel Todd. Merci à vous. D'être venu sur ce plateau pour évoquer Où en sommes-nous, une esquisse de l'histoire humaine aux éditions du Seuil. Merci Lucas. Merci à vous. Vos rendez-vous, je rappelle, demain à 5h45, la matinale avec Pascal de la Tour du Pin. Fabien n'est pas là, mais on lui fait un clin d'œil quand même à Pascal. Dans un instant, Hélène Lecomte, la rediffusion à 22h. Et nous, on se retrouve lundi à 18h. Merci. Bonne soirée.